et Hugo qui n'est pas présent aujourd'hui du projet CCCORD pour Climate Change, Commons and Radical Democracy in Europe. Et c'est un projet qu'on a fait dans le cadre d'une césure pour Cléa et moi. On fait partie d'un master qui est rattaché au Muséum national d'histoire naturelle, qui est un master d'écologie transdisciplinaire. Dans ce cadre de cette césure, on a décidé donc de créer un projet pour s'intéresser aux questions de démocratie radicale et d'écologie, et de surtout rencontrer des acteurs et des actrices, que ce soit des habitants, des collectifs, des élus, qui essaient de réinventer la façon de faire de la politique et surtout de se réapproprier les ressources et les pouvoirs pour mieux les redistribuer. Et ça fait qu'au travers d'un voyage en Europe qui a duré 4 mois, on a traversé 9 pays et 19 villes. On a été à la rencontre, on a découvert pas mal d'initiatives et on s'est focus surtout sur 4 outils démocratiques qui étaient les communs, le municipalisme, les assemblées citoyennes, les coopératives et les référendums locaux, notamment en Allemagne. Moi, je m'appelle Cléa, donc je fais partie du même master que Léa et on s'est rencontrés en militant pour des questions d'écologie à la fac à Sorbonne Université. Léa était rentrée plus par la question alimentation, bien-être des non-humains, etc. Et moi, je pense que j'étais un peu plus portée démocratie, l'idée des institutions, dont j'ai un peu déchanté. On a été à la COP26 à Glasgow, j'ai été dans les négociations aussi à Bonn, et de voir que c'est une échelle en fait qui est très bloquante, qui est très lissée, qui est presque mortifère. Pas super à l'aise de devoir trouver un nom qui résume le truc. Bon, malgré tout, on était un petit peu contraints et contraintes, on va dire. Il fallait que ça sonne bien. On se disait un acronyme. L'idée, c'est de pouvoir mettre plusieurs choses dedans et que ça fasse sens et que ça sonne, tout ça. Donc, il y avait quand même la question des communs. Ou ça, avec surtout les expérimentations qu'il y avait pu avoir en Italie. Et justement, quand on avait rencontré pas mal de personnes en amont du voyage, que ce soit des chercheurs, que ce soit juste même des membres du réseau de fréquences communes, du municipalisme des communs en France. Notamment, on avait été à la rencontre du pouvoir habitant à Nantes, et où là vraiment la question des communs était centrale. On s'est dit ça c'est quand même quelque chose qui est juste trop intéressant et qui nous intéresse. Et après, c'est toujours la question de démocratie radicale, juste quel nom on utilise. On disait qu'il y a toujours cette espèce d'étymologie où radical, c'est retourner à la racine, et finalement, ça permet de juste penser une démocratie qui part vraiment du bas. Donc voilà, c'est assez basiquement. Et après, en Europe, parce que c'était en Europe. Et après, il y avait la question du changement climatique, où l'idée, c'était donc de faire le lien entre écologie et démocratie. Et aussi, le projet s'inscrit dans une association aussi qui s'appelle Climate, et donc qui travaille justement sur les questions de climat, où ils ont un pôle sensibilisation, un pôle plaidoyer et un pôle recherche. Et nous, notre projet s'inscrivait dans le pôle recherche de l'association. Donc il y a une conscience que la problématique est plus générale que le climat. Elle a été créée, il me semble que c'était en 2012. Et donc c'était très axé climat aussi initialement, et surtout négo international. Climate porte 2 jeunes délégués, un programme de 2 jeunes délégués qui sont au sein de la délégation française qui va au COP climat, avec 2 autres organisations françaises. Donc c'est très aussi national, et c'est très focalisé institution climat. Mais il y a cette dimension électorale, institutionnelle, comme je l'ai dit, donc démocratique aussi. Et nous, on avait envie de tirer un peu ce fil-là, de se dire oui, on rentre par le changement climatique, mais bien sûr que la démocratie, ça leur parlait, les communs peut-être pas forcément, mais en fait, voilà, d'élargir aussi ça, et puis de connecter au niveau européen. Ça, c'était déjà dans la fibre de l'association, donc je pense que ça a bien parlé. Après, il y a toujours tout cet enjeu de sensibilisation. Ça veut dire quoi ? Faire des ateliers, ok, très bien, mais ça veut dire quoi de concret en fait? Et on prétend pas avoir fait des choses concrètes nous, mais on est sollicité malgré nous entre guillemets par des gens qui sont intéressés de savoir qu'est-ce qui se passe à tel endroit d'Europe, comment on répond à telle problématique là-bas, mais sur des trucs très pragmatiques aussi, économiquement, juridiquement, comment on s'organise sur des questions de lutte dans tel ou tel contexte, comment on se relie. Un truc qui est peut-être moins porté sur une mob basée sur beaucoup de communication, d'incarnation, etc.,
Et nous, c'est peut-être ça qui nous parlait plus. De dire ça va servir, mais ça se voit pas forcément, c'est pas forcément hyper perceptible et c'est pas forcément dans l'ADN de grandes organisations jeunes. Mais c'est intéressant de venir aussi confronter ça. Et nous, on avait aussi fait un tour à vélo, en carriole, avec une carriole, de un mois, je sais plus, avant le relais jeune, en Loire-Atlantique pour rencontrer des maires dans le cadre d'une démarche dont on s'est inspiré, qui s'appelle la route en commune. Donc c'était quelqu'un qui était parti en Normandie pendant 3 mois, rencontrer les 64 maires à vélo et leur poser des questions sur justement démocratie, enfin participation des citoyens et citoyennes à la vie politique municipale, mais aussi voilà, comment on répond aux questions d'énergie, d'eau, d'alimentation. Donc on avait déjà un peu cet angle-là. Une rencontre hyper marquante qu'on a pu avoir, c'est avec un élu, un maire adjoint du 8e arrondissement de Budapest, qui s'appelle Gábor Eros. Et lui, je crois qu'il est rattaché aux questions de changement climatique, éducation, culture et je crois minorité ethnique. Et qui nous a raconté à quel point c'était difficile, parce que lui, donc, il a été élu, c'était en 2019, il me semble, les élections. Il est rattaché au parti des Verts. Et il y a une coalition qui avait été faite avec les différents partis de gauche pour permettre donc d'avoir la majorité des arrondissements de Budapest. Donc finalement, on peut dire que Budapest est une ville de gauche dans un pays d'extrême droite. Et donc comment c'est possible en fait d'avoir un poids en tant qu'élu de gauche dans ce contexte politique-là? Et en fait, il nous disait que c'était juste hyper difficile parce qu'en fait, au fur et à mesure, l'extrême droite au pouvoir, donc le parti Fidesz de Viktor Orban retire des compétences en fait aux municipalités. Par exemple, je crois qu'ils avaient perdu leurs compétences sur les écoles primaires, donc maintenant qui étaient passées sous la tutelle, on va dire, de l'État. Donc hop, bye bye. Il y avait aussi quelque chose sur le réseau des sages-femmes où finalement ils avaient plus de compétences, et aussi il me semble sur l'urbanisme. Donc voilà, au fur et à mesure, ils perdent en fait un pouvoir d'agir. Il y avait des questions aussi sur le foncier, où il y avait des terrains normalement qui étaient municipaux que l'État en fait récupérait pour construire notamment des terrains de foot. Parce qu'apparemment, c'est un peu le délire de Viktor Orban, de ce qu'il a pu nous dire, de construire des terrains de foot de partout, parce que c'est un grand fan de foot. Et notamment, lui, en plus, il avait un projet, je crois, de mettre en place une forêt urbaine. Et en fait, il n'a pas réussi à avoir le terrain parce que le terrain a été récupéré pour construire un espace pour faire du foot, quoi. Et ensuite, il y avait la question aussi le foncier et bien sûr les financements. Et où en fait, en tant qu'élu d'opposition, au fur et à mesure, pas que ce soit les impôts ou les financements qu'ils pouvaient avoir, n'étaient pas en fait répartis de la même façon, suivant si tu es un élu de gauche ou un élu qui est rattaché au parti Fidesz. Et ce qui fait qu'il avait lui très peu de financement avec son équipe, donc qui du coup rajoutait énormément de contraintes pour mettre en place des projets qu'il voulait. Sur la thématique un peu cliché, mais de budget participatif, d'aussi une question d'inclusion des minorités dans l'école primaire, notamment une population tzigane qui était assez présente dans son arrondissement. Et qu'en fait, au fur et à mesure, du fait de pas avoir des financements, c'était très difficile de mettre en place des politiques ambitieuses. Et c'était donc une stratégie politique nationale plus large. Et en plus, ça c'est, je pense, le pompon sur la Garonne, étant donné que les médias sont quand même vraiment aussi hyper lié au pouvoir politique national en place. Ce qui a été raconté sur Budapest, ou sur le 8e arrondissement, où Gábor Eros était maire adjoint, c'était de dire qu'en fait, de décrédibiliser, qu'ils étaient en fait nuls. C'est pour ça qu'ils s'arrivaient à rien mettre en place, alors qu'en fait c'est juste que concrètement il y avait des manœuvres sous-jacentes financières en termes de compétences, mais ce qui était raconté c'était juste qu'ils étaient des incapables. Et donc ça, voilà, face à toutes ces difficultés, franchement c'était un entretien qui était tellement touchant, où juste il était démuni, à la fois très heureux de nous partager sa réalité, et à la fois ça fait aussi hyper écho de nous concrètement en France, si ça arrive, ce qui est pas impossible, on va dire, on va dire que ça va arriver parce qu'on y croit que non, d'ici là, on va trouver des solutions que ça va pas se passer, mais que franchement ça fait flipper. Donc c'est qu'à la fois c'est une ville où ça se voit pas que finalement c'est l'extrême droite qui est au pouvoir à l'échelle nationale, et que concrètement quand tu es un élu d'opposition par rapport au pouvoir national en place, tu es concrètement dans des grandes difficultés pour
pour essayer de changer les choses. Et donc t'es bloqué, quoi. Je te parlais de l'Italie. C'est le premier pays où on a été. On est resté 3 semaines, donc assez intense. Et moi, ça m'a vraiment ouvert sur les questions d'autogestion et des communs. Parce que je pense qu'à la fin du voyage aussi, ça a été un peu écrasant le fait d'avoir été dans des grandes villes. Donc en fait, tout est pareil, quoi. C'est homogène. Le capitalisme est partout. Et c'était un choix parce que c'était plus simple. On a fait tout notre voyage en interrail, en train et à pied. Donc voilà, et on a voulu voir beaucoup peut-être trop de diversité de contextes et de luttes, etc. Et l'Italie, je pense que se démarque un petit peu parce qu'on était dans des milieux beaucoup plus autonomes. On était dans les centres sociaux autogérés, dans les communs. Parce que l'Italie est un système fédéral aussi, donc ça change pas mal le poids que peut avoir l'extrême droite qui est aussi au pouvoir. Mais en fait, c'est pas exactement la même puissance et monopole que en Hongrie ou qu'en Serbie. Mais c'est aussi un État depuis la crise 2018, c'est depuis un État, depuis la crise de 2008, notamment, où les services publics sont très peu présents, il y a eu un gros recul, ce qui fait que, donc à tort ou à raison, enfin, on peut dire que c'est une bonne chose, mais pas forcément non plus, qui fait que les habitants, les citoyens et citoyennes se sont emparés en fait, de plein de sujets et ont répondu par elles-mêmes à leurs besoins. Ce qui donne une force politique, une légitimité sociale, politique hyper importante. Il y a eu plein d'occupations, il y a plein de lieux vacants que l'État ne peut plus gérer. Donc c'est énorme. Il y a une carte à Rome, il y a plus de 200 occupations et ce n'est le double de bâtiments vacants, mais insalubres aussi. Ça ne veut pas dire que c'est des conditions très, très dignes forcément. Mais en tout cas, il y a eu tout un mouvement d'occupation depuis les années 70, de libération de lieux. Nous, on a été à Naples, à Florence, à Rome et à Bari, dans des contextes différents, mais il y a toujours dans ces milieux d'occupation, de libération d'espace et d'autodétermination. Ok, on va s'autogouverner. À Naples, par exemple, ils ont créé un outil juridique, donc un nouvel outil, qui s'appelle le droit d'usage civique collectif urbain. Donc c'est se dire, en fait, on récupère, parce qu'on occupe un espace, et on veut qu'il soit déclaré comme un bien commun par la mairie. Donc ça a été une première étape avec l'asilo. Donc c'était un ancien couvent. Donc c'était le premier bien commun de Naples. Après, il y en a eu plein d'autres. Il y a tout un réseau des beni comuni en Italie. Donc il y a aussi ce rapport à on fait des choses locales, mais en fait on se met en réseau, comment on se donne de la puissance, comment est-ce que à tel endroit on expérimente, ça peut être pour eux, mais comment à chaque fois chacun se le réapproprie. On a été à Bari après, et en fait on a suivi les gens de Naples qui venaient en soutien aux gens de Bari qui voulaient récupérer un espace qu'ils occupaient mais qui n'était pas reconnu légalement pour l'instant. Dire voilà, vous pouvez faire reconnaître comme un bien commun. Et la deuxième étape, c'est de faire reconnaître l'autogouvernement d'une communauté informelle. Parce que donc l'institution publique, ce qu'elle veut, c'est savoir qui est responsable. C'est qui le chef. Et donc il y a un peu ces deux choses-là de ok, on vous laisse un lieu qui est reconnu comme un bien commun, mais il faut nous dire qui dirige. Et en fait, à Naples, il y a eu ce travail de dire non, on est une communauté informelle, c'est ouvert à tous et toutes. Il n'y a pas de questions économiques, on parle de redevabilité et de profitabilité civique. Ça veut dire se dire qu'on a un lieu à disposition. L'asilo, c'est un lieu plus pour les artistes. Donc le fait de pouvoir se réunir, d'organiser des choses là, de se faire un réseau, de s'entraîner, de monter ces projets-là, c'est déjà une forme de profitabilité. Bon, ça questionne bien sûr du modèle aussi économique de la pérennité. Nous, c'était quelque chose qu'on regardait en permanence. Qu'est-ce qui est pérenne, qu'est-ce qui est radical. Et donc c'est une dualité, il n'y a pas de solution miracle. Mais c'était intéressant de voir qu'ils poussent vers quelque chose d'autonome, de réapproprié. Et ils répondent à des besoins fondamentaux qui font qu'il y a une légitimité, qu'on ne peut plus les virer, et qu'ils étaient illégaux à la base, et qu'en fait, ils ont été légitimés. Après, Naples, c'est un contexte très particulier aussi, de mafia, etc. Et puis, les communs sont nés, la reconnaissance juridique des communs est venue aussi parce qu'il y avait un travail au national d'une commission qui s'appelait la commission Rodata, portée par un député, qui voulait réformer le code civil et y incorporer les biens communs, parce que dans leur constitution, ils sont aussi des principes de subsidiarité et un autre principe d'utilité sociale, sur lesquels ils pouvaient se reposer. Donc c'était intéressant de voir aussi comment on se saisit du droit, comment ça dialogue. L'échelon national, cette commission au final, elle n'a pas abouti parce qu'il y a eu un changement de gouvernement, ça n'a pas été repris, mais ça a nourri tout un mouvement après culturel qui a occupé les théâtres, qui a occupé plein d'espaces, dont est né le commun, le premier bien commun de Naples.
Donc c'est voir aussi la porosité dans ces luttes, dans ces actions, et que c'est pas parce qu'on n'a pas un résultat quantifiable, démontrable à l'instant T, que ça va pas infuser. Et là, en Italie, il y a une force de mobilisation autonome qui se retrouve pas du tout dans les partis. Donc c'est intéressant de se dire, c'est pas non plus du tout dépolitisé. Et il se passe des choses en dehors, il se passe des choses fortes, il se passe une réappropriation des besoins. C'est des centres sociaux, on parle d'énormes bâtiments, d'anciens hôpitaux, d'anciennes prisons, où il y a des gymnases populaires, où il y a des centres de santé populaires, des groupes d'entraide, notamment administratifs pour les réfugiés, d'accueil, des cantines populaires. Et tout ça, ça vit de façon autonome. C'est organisé et gouverné par de l'autogouvernement dans des assemblées populaires, donc avec des règles d'horizontalité. Il y a vraiment baigné là-dedans, parce qu'on a été vivre en fait avec ces personnes-là pas très longtemps, mais on a participé à des process, etc. C'est vraiment riche, quoi, de voir comment on se réapproprie et comment l'autogestion, c'est très fort, l'autodétermination. Ce que les gens vont trouver comme solution par elles-mêmes, en se sentant légitimes à le faire, et parce qu'en fait, ils ont aussi pas le choix. C'est un peu le côté noir de l'Italie. Ils disent, j'ai pas le choix, donc j'y vais. Et nous, on est un peu sûr aussi de se dire comment on y va avant. Est-ce qu'il faut vraiment que ce soit absolument la merde pour y aller? Est-ce qu'on peut pas prévenir ça? Parce qu'en fait, si tu préviens ça aussi, t'as plus de moyens que si tu le fais dans des conditions où t'es couteau sous la gorge. Donc comment s'inspirer de celles et ceux qui le font déjà et comment le faire à d'autres endroits.